bonjour à toutes, à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Je vais vous présenter donc l'essentiel de mon travail de doctorat qui s'intitule Discuter et débattre pour se développer professionnellement. Voici le plan de la présentation. Je vais d'abord commencer par le contexte général et la problématique que j'ai pointée. Quelques définitions de base sur les concepts que je vais utiliser pendant toute la présentation. Les questions de recherche, les choix méthodologiques et les différentes étapes de la recherche, les résultats sous la forme d'un modèle des conditions du conflit socio-cognitif au sein d'une communauté virtuelle d'enseignants, et puis je finirai avec quelques conclusions et les perspectives de recherche. Tout d'abord, le contexte et la problématique. Ça fait quand même plusieurs dizaines d'années maintenant que quand on parle de l'apprentissage de l'enseignement et le développement professionnel de l'enseignant, un certain nombre d'auteurs ont pointé que la collaboration et la discussion, l'implication dans un groupe d'enseignants, même informels, que ce soit entre collègues ou avec des chercheurs universitaires, ou même plus récemment avec l'avènement de l'Internet grand public, la participation à des communautés virtuelles, tout cela, ce sont des situations qui favorisent le développement professionnel des enseignants. Et donc la problématique qui m'a occupé, c'est au sein d'une communauté virtuelle d'enseignants qui s'appelle la liste Instit, c'est une liste de discussion électronique, donc parcours électronique. Ma problématique principale, ça a été d'identifier les conditions d'engagement, c'est-à-dire pourquoi est-ce que des enseignants s'inscrivent à une liste de discussion pour discuter avec d'autres enseignants qu'ils ne connaissent pas et qui ne voient jamais. Pourquoi est-ce qu'ils participent, donc écrivent des messages dans cette communauté, et puis quelles sont les conditions pour qu'ils apprennent et se développent professionnellement. Bon, je prends tout de suite un exemple et ce sera un peu le fil conducteur de ma présentation. J'espère que vous n'êtes pas trop loin là-bas vous. Alors, c'est un enseignant qui a écrit un message dans la liste et qui s'adresse aux 500 autres enseignants et qui commence comme ça. Il s'appelle Bernard, il veut parler, il est enseignant en 5e et 6e primaire, il est polyvalent, c'est-à-dire qu'il va de classe en classe pour des remédiations avec certains élèves. Et il dit, je me retrouve entre autres une journée complète dans une classe de 4e année, donc des enfants de 10 ans environ, il y a 80% de garçons, ils bavardent, ils n'écoutent pas, ils se chamaillent, etc. Le résultat, c'est la titulaire de l'année passée qui a été en déprime, la titulaire actuelle presque, elle ne veut rien laisser passer, il y a des punitions tout le temps, et moi-même, j'ai donné sa grosse punition sur la journée. Donc, est-ce que je voudrais toujours punir de la même façon? Et les questions qu'il pose, qu'il adresse à ses collègues, c'est est-ce que vous avez des suggestions? Est-ce que vous avez des propositions de sanctions efficaces, éventuellement intelligentes? Merci d'avance pour vos propositions. Alors, ça prête à sourire, mais le contexte de cet enseignant qui s'implique dans la liste de discussion, c'est un peu catastrophique sa situation, il est inquiet, etc. Donc, Bernard a reçu des réponses, des idées de sanctions, mais aussi d'autres idées complètement nouvelles, notamment comment gérer la classe en impliquant davantage les élèves et en les faisant participer à la création d'un règlement de classe, etc. Et ces idées-là étaient complètement différentes de ce qu'il pensait ou concevait au départ, et ça l'a mené vers un changement d'idée, en tout cas de pratique dans son enseignement. Et on va voir par la suite comment ça a pu se passer. Quelques définitions tout d'abord. Le développement professionnel des enseignants, c'est un processus de changement vécu, de conception ou de pratique d'enseignement qui se passe tout au long de sa carrière, donc dès la formation initiale. Ce changement s'opère dans l'action immédiate, donc en classe avec les élèves, mais aussi grâce à l'interaction avec des collègues ou avec d'autres acteurs du système scolaire, et aussi par la réflexion personnelle sur ces actions d'enseignement. Enfin, ce changement n'est pas toujours planifiable, il n'y a pas de plan de carrière des enseignants en général, cependant il est dynamique et continu, c'est-à-dire que tout ce qu'on apprend, on le réinjecte dans sa pratique d'enseignement et on se pose des questions continuellement. Deuxième concept clé, c'est le conflit socio-cognitif. Donc une personne est en conflit socio-cognitif quand elle est confrontée à des informations
qui ne sont pas compatibles avec son système de conception de connaissances préalables et ces informations sont en plus défendues avec des arguments par quelqu'un d'autre. Donc il y a un conflit cognitif d'idées, mais aussi un conflit social avec une autre personne. Troisième et peut-être quatrième concept clé, c'est l'espace social d'une communauté virtuelle. C'est un lieu qui n'est pas nécessairement physique, mais qui intègre les relations entre les personnes qui interagissent à distance. Et un espace social est d'autant plus sain, enfin, qui est sain et solide, c'est-à-dire basé sur des relations de confiance, où il y a du respect mutuel, etc. Ça renforce les interactions sociales et ça permet davantage que l'apparition de dialogues argumentés, donc de débats, donc éventuellement de conflits socio-cognitifs. Une communauté virtuelle, c'est donc un groupe de personnes qui ont des intérêts communs et qui utilisent les réseaux sociaux, un système de communication par ordinateur, pour partager des ressources ou partager des idées ou leurs pratiques. Alors ces trois concepts clés-là, je les ai articulés pour constituer mes questions de recherche. L'espace social, ici, au sein d'un espace social d'une communauté virtuelle, il y a des conditions individuelles pour que les personnes qui s'impliquent dans cette communauté participent, dialoguent et interagissent. Au cours de ces interactions-là, des discussions ont donc lieu, il peut y avoir des débats, des idées contraires qui sont échangées. Ça peut conduire à l'apparition d'un conflit socio-cognitif et à sa résolution par les enseignants. La résolution d'un conflit socio-cognitif, potentiellement, peut contribuer au développement professionnel de façon plus large. Alors, quelles sont mes questions de recherche? Eh bien, au sein d'une communauté virtuelle authentique d'enseignants, quelles sont les conditions, d'abord individuelles, qui amènent un enseignant à entrer dans la dynamique d'un conflit socio-cognitif? Quelles sont les conditions au sein de la communauté virtuelle qui permettent pour un enseignant l'apparition d'un conflit socio-cognitif? Donc il y a des conditions individuelles, mais aussi des conditions liées à la communauté virtuelle. Quelles sont les conditions sociales qui permettent pour un enseignant de résoudre ce conflit socio-cognitif? Et enfin, dans quelles conditions un enseignant reconnaît-il que la résolution d'un conflit socio-cognitif contribue à son développement professionnel? La méthodologie, pour essayer de répondre à ces questions, je l'ai organisée en plusieurs étapes. Il y a d'abord eu une collecte de données ici. J'ai interviewé les modérateurs successifs de la liste. Donc c'est une liste institutionnelle qui existe en Belgique francophone, qui a été fondée par l'administration de l'enseignement, qui regroupe évidemment des enseignants de la communauté française de Belgique. J'ai aussi interviewé des participants et je leur ai demandé de pointer, d'identifier des discussions récentes auxquelles ils avaient participé ou non et qui considéraient comme étant des débats ou des dialogues argumentés, ou en tout cas qui évoquaient des idées avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord ou qui leur posaient question, etc. Toutes ces données, je les ai analysées avec une méthode d'analyse catégorielle, donc pour analyser la profondeur du débat en ligne, mais aussi les conditions individuelles d'implication, de participation et d'apprentissage. Une deuxième analyse, l'analyse de discours, a permis de dégager les voies du discours, les types de discours et les modalisations. Ces analyses, je les ai utilisées pour présenter 4 cas. J'ai choisi 4 cas qui me paraissaient les plus significatifs et je les ai présentés en détail. Et une fois que les cas ont été rédigés, j'ai procédé à une analyse intercas pour essayer de les comparer, voir qu'est-ce qui se dégage, quelles sont les différences, quelles sont les ressemblances, et essayer de dégager un modèle un peu plus large. Si je prends maintenant juste l'analyse intercas, je détaille ce moment-là. Il y a eu plusieurs étapes vraiment très, très précises et très importante, je vais dire, pour comprendre ma démarche et jusqu'où je suis arrivé
dans ma démarche pour aboutir à un modèle des conditions d'apprentissage. Donc si je prends cet élément-là, l'analyse intercale s'est déroulée en 6 étapes. Il y a d'abord eu une synthèse de chaque cas. J'ai travaillé donc, selon les conseils de Miles et Huberman avec une métamatrice partiellement ordonnée et une matrice prédicteur-résultat. J'ai aussi ensuite travaillé, je vais tout de suite montrer des exemples, avec un flux de causalité, c'est-à-dire essayer de comprendre quelles variables, quelles conditions influencent quelles autres conditions et puis l'apparition et la résolution des conflits socio-cognitifs. À partir de ça, j'ai pu mettre en perspective mes analyses avec la littérature que j'avais collectée et élaborer un modèle général. Si je m'intéresse plus précisément à ces 3 éléments-là, je montre tout de suite un exemple, justement avec Bernard, dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, Bernard, je prends juste un exemple, une des conditions importantes pour s'impliquer, participer dans une communauté virtuelle, c'est d'être à l'aise techniquement. Donc, c'est d'avoir une représentation de ses compétences techniques qui soit positive. Donc, Bernard, il a des connaissances approfondies, il a un site personnel, il a fait des recherches personnelles à la suite des messages qu'il a reçus en réponse à sa question. Et j'ai pu déterminer que ça avait une influence positive sur le fait qu'il se sente à l'aise dans ce contexte-là et acquiert une nouvelle méthode d'organisation dans sa classe pour un peu gérer les tensions ou les moments un peu de tension avec les élèves. Vous voyez que mes 3 autres cas, Michel, Sophie et Roger, eh bien, ça a joué différemment cette condition. Et c'est même plutôt un peu négatif dans le cas de Roger. Il n'est pas très intéressé par le média électronique et pour lui c'est assez froid, donc il s'en méfie. Alors, ça ce sont les matrices, c'est un grand tableau qui recense l'ensemble des résultats. Et puis, pour Bernard, j'ai établi ce qu'on appelle un flux de causalité, essayer de déterminer quelle variable influence quoi. Donc, je vais détailler tout de suite. L'entrée dans un conflit socio-cognitif, à propos des punitions, des sanctions en classe, eh bien, Bernard a réussi à se poser des questions à propos de ça, ça l'a déstabilisé dans ses convictions de base, enfin préalables, et il a pu résoudre le conflit, d'abord plutôt en adoptant un nouveau système de gestion dans sa classe pour gérer les demandes des élèves. Il n'a pas davantage donné de punition, mais en tout cas, il a trouvé un système où c'est un peu plus serein pour gérer les demandes des élèves. Par contre, il n'a pas encore été assez loin pour vraiment, enfin en tout cas, je ne peux pas dire ça, qu'il ait changé vraiment ses conceptions et la façon d'imaginer comment il peut gérer les interactions en classe et la discipline en classe. Qu'est-ce qui a mené à la résolution, enfin à l'apparition de ce conflit socio-cognitif et à la résolution? Eh bien, plusieurs variables qui sont reprises ici. Eh bien, d'abord, comme je disais tout à l'heure, ses compétences et ses lacunes, il les connaît bien, il sait ce dont il a besoin dans sa classe. Il est très conscient de son développement professionnel, il sait que ce qui l'intéresse pour apprendre, c'est d'aller rechercher des informations pratiques, de trouver des solutions pratiques. Il a aussi un sentiment par rapport à la communauté, il a un sentiment d'appartenance fort, il est très curieux de tout ce qui se passe sur la liste et il apporte aussi lui-même des informations utiles et en retour la liste lui en apporte. Il y a 2 éléments qui sont peut-être un peu plus secondaires, comme je disais tout à l'heure, les connaissances techniques pour la recherche web. Donc il a fait aussi des recherches, en plus des réponses qu'il a reçues, il a fait des recherches personnelles, il a trouvé un système qui lui convenait, il l'a appliqué dans sa classe, et puis il est convaincu que les suggestions qu'il peut recevoir de la part des autres personnes, ou en tout cas de certaines autres personnes sur la liste, ont de la valeur et qu'il peut avoir confiance en elles. Par contre, il y a 2 éléments, enfin un élément que j'ai mis 2 fois en fait, qui péjore un peu
ce processus-là chez lui, c'est qu'il a l'impression de ne pas bien connaître les gens. Ils sont trop loin, il y a des clans, il y a des disputes, et là il se méfie de ces personnes-là, il va s'en détourner, et c'est ce qui l'a amené justement à ne pas tenir compte de la vie de certaines personnes, et à faire confiance plus à d'autres. Donc voilà un peu le schéma du processus d'apprentissage de cet enseignant que j'ai pu analyser. Alors, l'ensemble de ces flux de causalité m'a permis de définir plusieurs groupes de conditions qui amènent la résolution de conflits socio-cognitifs et une contribution au développement professionnel. Donc, au sein des interactions, on retrouve un peu le schéma de mes questions de recherche. Autour de cela, il y a 4 groupes de conditions qui vont jouer. Celles qui apparaissent en orange, c'est celles qui ressortent un peu plus de mon étude, ou en tout cas qui se sont précisées grâce à mon étude, et qui n'apparaissaient pas au départ dans ma revue de littérature. Donc, il y a des conditions individuelles de départ, les attitudes, les compétences sociales, le respect des autres, l'écoute des autres dans un débat, mais aussi l'étape de carrière. Par exemple, j'ai remarqué qu'une enseignante plus jeune avait du mal à changer ses pratiques d'enseignement, ou en tout cas à recevoir des critiques, parce qu'elle n'était pas encore très sûre de ses pratiques de base. Alors que les enseignants plus jeunes, plus âgés ou avec plus d'expérience, avaient moins de problèmes avec ça. Être conscient aussi de ses façons d'apprendre et de se développer professionnellement, d'être au clair avec sa propre façon d'apprendre la plus efficace. Un deuxième groupe de conditions concerne les représentations individuelles à propos des discussions en ligne, les caractéristiques de l'interaction, l'intensité de la relation. On retrouve des conditions classiques du conflit socio-cognitif, mais aussi le fait que les débats vont loin, qui sont argumentés, que les personnes reprennent les arguments des autres en les réutilisant ou en mettant en exergue qu'ils ne sont pas d'accord et en réutilisant d'autres arguments, etc. Un élément important, c'est la métacommunication au sein des discussions, le fait d'expliciter le plus possible, parce qu'on est à distance, ce qu'il faut comprendre par les messages qu'on envoie. Enfin, dernière condition dans le groupe, c'est la présence sociale qui est exprimée au sein des discussions, c'est-à-dire la perception de la présence des autres à distance. Troisième groupe de conditions, c'est l'explicitation et être au clair avec son projet personnel en participant aux discussions en ligne, le sentiment de sécurité, ne pas être attaqué, agressé par les autres, le sentiment d'appartenance à la liste, la curiosité pour les thèmes qui sont discutés, les représentations individuelles à propos de la communauté en tant que lieu d'apprentissage, et enfin la perception de la composition du groupe où on a l'impression que les personnes sont du même statut et qu'on peut leur faire confiance. Enfin, dernière condition, la perception du rôle de l'animateur ou modérateur de la liste qui contribue à la bonne marche des discussions et à la sécurité de tout le monde. En conclusion, les apports de ma recherche sont de 3 types. Il y a d'abord des apports théoriques, il y a une revue de littérature assez conséquente et le modèle final que je viens de présenter. Il y a aussi des apports méthodologiques. J'ai utilisé 2 méthodes d'analyse complémentaires. J'ai pu montrer qu'elles sont assez complémentaires, qu'elles se parlent l'une l'autre et que ça permet de dégager des conclusions un peu plus solides. La multiplication tactique de présentation et d'interprétation des données avec les matrices, le flux de causalité, il y a eu plusieurs étapes de traitement des données et au final, à partir du modèle, je peux faire le chemin inverse pour retourner aux données et montrer d'où viennent mes affirmations à la fin. L'analyse des segments d'orientation thématique dans l'analyse de discours m'a permis aussi de mieux mettre en valeur, ou en tout cas mettre en exergue la position que j'avais dans la recherche et l'influence que je pouvais éventuellement avoir sur le discours des personnes.
Enfin, des apports pratiques concernant l'animation des communautés virtuelles, la formation des enseignants et le travail en équipe d'enseignants au sein d'une école. Quelques limites de la recherche, elles sont liées en partie à mon action de chercheur dans la réalité des enseignants. Les interviews sont d'une certaine façon un peu intrusives. Quand je demande aux personnes de donner leur projet personnel en participant à la liste, et quand il n'y en avait pas un très clair au départ, elles doivent le créer au moment de l'interview. Il y a un petit côté artificiel à ce niveau-là. La temporalité du recueil de données, c'est aussi une limite. Les personnes doivent reconstruire leurs souvenirs. Le codage a été très complexe. En fait, j'ai passé en revue toutes mes données 7 fois, avec chaque fois des codages différents. Et puis la transférabilité des résultats pourrait être questionnée, notamment par rapport à d'autres types de communautés ou d'autres types de communautés qui utilisent d'autres types de technologies. Enfin, les perspectives, on peut étudier d'autres types de communautés virtuelles. Ici, j'ai investigué une communauté qui utilise du courrier électronique, mais avec l'avènement des réseaux sociaux maintenant, peut-être que ça joue, notamment la métacommunication serait intéressante à investiguer davantage avec les nouveaux réseaux sociaux. Le modèle final peut générer de nouvelles questions de recherche, et ce qui pourrait être intéressant, c'est une approche longitudinale, dans le sens où suivre, par exemple, Bernard, dont j'ai parlé tout à l'heure, savoir si finalement, au bout de quelques temps, il a continué à réfléchir à ça et à changer éventuellement sa conception de la discipline en classe, ça pourrait être intéressant, et dans une recherche ponctuelle où il faut des résultats immédiats, c'est évidemment plus problématique. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous invite maintenant à discuter et débattre.